Nous sommes le 14 mai 1948, une date gravée à jamais dans la mémoire du Moyen-Orient. C'est un vendredi après-midi chaud à Tel Aviv. La ville est en effervescence, pleine d'anticipation et d'une énergie nerveuse. À l'intérieur du musée d'art de Tel Aviv, une foule s'est rassemblée. Ils ne sont pas là pour l'art. Ils sont là pour assister à un moment historique. Sur une scène simple, sous un portrait de Theodor Herzl, le père du sionisme moderne, se tient un homme aux cheveux blancs. Son nom est David Ben Gourion. Il est sur le point de changer le cours de l'histoire pour des millions de personnes. Sa voix, ferme et résolue, résonnera bientôt sur les ondes et dans le monde entier. Ben Gourion s'approche du microphone. Il commence à lire un parchemin. C'est la déclaration de la création de l'État d'Israël. Chaque mot est soigneusement choisi, chargé de siècles de désirs et de décennies de lutte. Il parle d'Eretz Israël, la terre d'Israël, comme du berceau du peuple juif. Il rappelle le long exil, les siècles de persécution et l'espoir inébranlable du retour. Les mots résonnent avec un puissant sentiment de destin accompli. Pour le peuple juif, dispersé à travers le monde, ce moment est un miracle. C'est l'aboutissement d'un rêve murmuré dans les prières pendant 2000 ans, l'année prochaine à Jérusalem. Pour les personnes présentes dans la salle et pour les juifs écoutant dans le monde entier, la déclaration est une profonde renaissance. Elle promet un sanctuaire, une patrie où ils pourront enfin être maîtres de leur propre destin. Après l'horreur inimaginable de l'Holocauste, qui avait décimé un tiers de leur peuple quelques années plus tôt, ce nouvel État représentait la survie et la sécurité. C'était une réponse défiante à des siècles de pogroms, de discrimination et d'apatridie. Le nouveau drapeau bleu et blanc, avec l'étoile de David en son centre, était un symbole d'espoir et de souveraineté. Le rêve avait enfin pris une forme politique et géographique, une réalité tangible sur les rives de la Méditerranée. Cependant, cet événement capital a une signification très différente pour un autre peuple. Pour les Arabes de Palestine, qui habitaient cette terre depuis des générations, le 14 mai 1948 n'est pas un jour de célébration. C'est un jour de profonde perte et de bouleversement. Ils écoutent les nouvelles non pas avec joie, mais avec un sentiment croissant d'appréhension et d'injustice. La terre qu'ils appelaient Falastin, leur foyer, était déclarée État juif sans leur consentement. La création d'Israël n'était pas un miracle pour eux. C'était le début d'une catastrophe, une rupture dans leur histoire qui déplacerait des centaines de milliers de personnes et altérerait à jamais leur existence. Ce seul jour marqua le début de deux récits nationaux opposés sur un petit morceau de terre. L'histoire de 1948 n'est pas simple, elle ne peut pas être comprise sous un seul angle. C'est l'histoire de deux peuples, chacun avec un lien profond et légitime avec la même terre. Le lien du peuple juif avec la terre d'Israël est ancien, enraciné dans l'histoire biblique et la tradition religieuse. Pendant des millénaires, même en diaspora, Jérusalem est resté le point central de leur vie spirituelle. Ce lien n'était pas seulement abstrait, il était un élément essentiel de leur identité, une promesse de retour éventuel qui les a soutenus à travers d'innombrables épreuves. Cet ancien espoir a alimenté le mouvement politique moderne connu sous le nom de sionisme, qui cherchait à traduire cette connexion spirituelle en un État-nation souverain. Pour les Arabes palestiniens, leur lien avec la terre est tout aussi profond, forgé par des siècles de présence continue. Ils étaient les agriculteurs, les marchands, les artisans qui vivaient dans les villes et les villages de Palestine. Leurs familles avaient de cultiver la terre, fait paître leurs troupeaux sur les collines et construit leurs maisons avec la pierre locale pendant des générations. Leur culture, leur langue et leur identité étaient inextricablement liées au paysage de la Palestine, ses oliveraies, ses villes anciennes et ses sites sacrés. Ils étaient la majorité de la population vivant sur la terre à l'époque et ils considérèrent le projet sioniste comme une entreprise coloniale, une intrusion d'étrangers qui menaçait leur foyer, leur société et leur avenir. Comment ces deux attachements profondément ancrés ont-ils conduit à une collision aussi dramatique et douloureuse ? La réponse se trouve dans les décennies précédant 1948. Le déclin de l'Empire ottoman, qui avait régné sur la région pendant 400 ans, a créé un vide de pouvoir. La Première Guerre mondiale a amené de nouvelles puissances au Moyen-Orient, principalement la Grande-Bretagne. Les Britanniques, cherchant à sécuriser leurs intérêts, ont fait des promesses contradictoires aux Arabes et aux Juifs. Cela a préparé le terrain pour une lutte acharnée. Alors que le mouvement sioniste prenait de l'ampleur et que l'immigration juive en Palestine augmentait,
les tensions entre les deux communautés sont passées d'une méfiance latente à un conflit ouvert et violent. Ainsi, les événements de 1948 n'ont pas été une éruption soudaine. Ils ont été l'aboutissement d'une histoire longue et complexe. C'est une histoire d'aspirations nationales concurrentes, de promesses faites et rompues, et d'une incapacité croissante à trouver un compromis. Pour chaque pionnier juif qui voyait la terre comme une toile vierge sur laquelle construire un nouvel avenir, il y avait une famille palestinienne qui voyait son monde irrémédiablement changé et menacé. Comprendre la création d'Israël exige de reconnaître la validité des deux récits, le rêve d'un peuple devenant la tragédie d'un autre. C'est le paradoxe central qui continue de définir le conflit à ce jour. La question centrale, qui a émergé le 14 mai 1948, était celle de la légitimité. Sur quelle base ce nouvel État a-t-il été créé? Pour les dirigeants juifs, la légitimité était triple. Elle était historique, basée sur l'ancienne connexion à la terre. Elle était morale, née du besoin urgent d'un refuge sûr après l'Holocauste. Et elle était internationale, sanctionnée par le plan de partage des Nations Unies de 1947. Ce plan, la résolution 181, recommandait la division de la Palestine mandataire en deux États, un juif et un arabe, avec un statut international spécial pour la ville de Jérusalem. L'agence juive a accepté ce plan, le considérant comme un compromis historique et une base légale pour leur statut d'État. Cependant, pour les Arabes palestiniens et le monde arabe au sens large, la légitimité de l'ONU était profondément viciée. Ils ont rejeté le plan de partage catégoriquement. Ils soutenaient que les Nations Unies n'avaient aucun droit de partitionner leur patrie et d'en donner une partie significative à une population minoritaire. À l'époque, les Juifs constituaient environ un tiers de la population, mais se sont vus allouer 55% des terres, y compris une grande partie de la plaine côtière fertile. De leur point de vue, c'était une grave injustice, une continuation des politiques coloniales, qui ignoraient la volonté de la majorité indigène. Ils considéraient l'ONU comme dominée par les puissances occidentales, agissant dans leurs propres intérêts géopolitiques plutôt que dans l'intérêt de la justice. Ce désaccord fondamental sur la légitimité du plan de partage a rendu un dénouement pacifique presque impossible. L'acceptation par une partie et le rejet par l'autre ont préparé le terrain à la guerre. Alors que les Britanniques se préparaient à se retirer, mettant fin à leur mandat, les deux communautés se préparèrent à une confrontation. La communauté juive avait construit des structures militaires semi-officielles pendant des années, se préparant au jour où elle devrait défendre son nouvel État. Les nations arabes environnantes, quant à elles, ont déclaré leur intention d'intervenir au nom des Arabes palestiniens pour empêcher le partage de la Palestine et l'établissement d'un État juif sur ce qu'elles considéraient comme une terre arabe. Par conséquent, la proclamation de l'indépendance d'Israël n'était pas seulement une déclaration, c'était un défi. C'était un acte d'autodétermination qui a été immédiatement accueilli par une réponse violente. L'encre de la déclaration était à peine sèche lorsque les armées d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban et d'Irak ont franchi les frontières de l'ancien mandat de Palestine. La première guerre israélo-arabe avait commencé. La naissance d'Israël n'a donc pas été une transition pacifique, mais une épreuve du feu. Ce conflit initial allait façonner les frontières, la démographie et la psychologie de la région pour les décennies à venir, créant un héritage de guerre, de déplacement et une lutte persistante pour la terre, les droits et la reconnaissance. Pour comprendre la puissante détermination qui a mené à la création d'Israël, nous devons remonter loin dans le temps. Nous devons aller au-delà de la politique du XXe siècle, vers une ère de royaumes et d'empires antiques. Le lien juif avec la terre d'Israël, ou Eretz Israël, n'est pas une invention moderne. C'est un lien forgé il y a plus de 3000 ans, documenté dans leurs textes les plus sacrés. Cette terre a été le cadre de leur histoire, le siège de leurs anciens temples à Jérusalem et le cœur de leur vie spirituelle et nationale. L'expulsion du peuple juif de cette terre par l'Empire romain au 1er et 2e siècle de notre ère a marqué le début d'un exil long et douloureux, connu en hébreu sous le nom de Galut. Dispersés à travers le monde, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord aux confins de l'Europe, les Juifs ont formé des communautés dans ce qui est devenu la diaspora. Pendant près de 2 millénaires, ils ont vécu en tant que minorité dans des terres étrangères, faisant souvent face à la persécution, à la discrimination et aux conversions forcées. Malgré cette dispersion, ils n'ont jamais oublié leur patrie ancestrale. Le souvenir de Sion, un autre nom pour Jérusalem et la terre d'Israël, a été méticuleusement préservé.
Il était tissé dans le tissu de la vie quotidienne, dans leurs prières, leurs rituels et leur identité culturelle. L'espoir du retour n'était pas seulement un vague souhait, c'était un principe central de leur foi et une promesse de rédemption ultime. Ce rêve persistant a trouvé son expression la plus célèbre dans une phrase simple et poignante, récitée chaque année à la fin du Seder de la Pâque, L'Shana Abaa B'Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. C'était plus qu'un simple vœu. C'était une puissante affirmation de l'identité collective et un refus défiant d'accepter l'exil comme une condition permanente. Cela encapsulait un profond désir spirituel qui transcendait les générations et la géographie. Que ce soit dans un shtetl en Pologne, un Mela au Maroc, ou un ghetto à Venise, cette phrase reliait des communautés dispersées à un passé commun et à un avenir partagé. C'est ce rêve persistant et profondément enraciné qui allait finalement fournir le terreau fertile pour un mouvement politique moderne. Cependant, pendant des siècles, ce rêve est resté largement un espoir messianique, une croyance qu'une intervention divine ramènerait un jour le peuple juif sur sa terre. Ce n'était pas un programme politique actif. Les Juifs priaient pour Jérusalem, mais ne s'organisaient pas politiquement pour la reconquérir. Ils étaient sujets d'autres empires et royaumes, concentrés sur la survie et la préservation de leurs traditions dans des environnements souvent hostiles. L'idée de prendre les choses en main, de travailler activement à l'établissement d'un État souverain, était un concept radical qui n'avait pas encore pris racine. La transformation de cet ancien rêve religieux en une ambition politique concrète allait nécessiter un nouveau catalyseur, la montée du nationalisme moderne et de l'antisémitisme dans l'Europe du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, l'Europe connaît une période de profond bouleversement. C'est l'âge du nationalisme où l'idée que chaque peuple, chaque nation distincte, mérite son propre État, gagne en force et en influence. Mais cette vague de nationalisme, elle a aussi son côté sombre. Elle donne naissance à une nouvelle forme d'antisémitisme, moderne et virulente. Contrairement aux persécutions religieuses d'autrefois, cet antisémitisme-là est à la fois racial et politique. Il ne présente plus les Juifs seulement comme des étrangers sur le plan religieux, mais comme une race à part, qui ne pourra jamais vraiment appartenir aux nations européennes. Cette idéologie toxique aboutit à des pogroms violents dans l'Empire russe et à une discrimination sociale et politique généralisée ailleurs, même dans une Europe occidentale, pourtant réputée éclairée. C'est dans ce contexte que grandit Theodor Herzl, journaliste et écrivain juif austro-hongrois. Au début, Herzl croit en l'assimilation, cette idée que les Juifs pourraient surmonter les préjugés en s'intégrant pleinement à la société européenne. Mais tout bascule pour lui lors de l'affaire Dreyfus à Paris, en 1894. En voyant une foule française en colère crier « Mort aux Juifs !» alors qu'un capitaine juif de l'armée est injustement condamné pour trahison, Herzl a une prise de conscience brutale. Il en conclut que l'antisémitisme est une réalité inévitable de la vie européenne. L'assimilation est, selon lui, un projet voué à l'échec. Tant que les Juifs resteront une minorité sans État, ils ne seront jamais en sécurité. La seule solution, affirme-t-il, doit être politique. En 1896, Herzl publie un court pamphlet explosif intitulé Der Judenstaat, ou l'État juif. Il y expose un plan à la fois pratique et audacieux. Pour lui, la question juive n'est pas un problème social ou religieux, mais un problème national. Elle exige donc une solution nationale, la création d'un État juif moderne et souverain. Il propose la création d'une Société des Juifs pour gérer le travail politique et d'une Compagnie juive pour s'occuper des finances et de la logistique de l'installation. Cet État serait à la fois un refuge pour les persécutés et un centre pour une nouvelle culture juive, laïque et moderne. La vision de Herzl est révolutionnaire, car elle transforme un espoir religieux passif en un véritable programme politique, concret et urgent. Beaucoup de Juifs, désespérés, voient dans ces idées une réponse audacieuse à leur situation. D'autres, cependant, restent sceptiques ou s'y opposent farouchement, notamment parmi les chefs religieux qui estiment que le retour à Sion ne doit avoir lieu qu'à l'ère messianique, et parmi les assimilationnistes qui craignent pour leur statut de citoyen dans leur pays d'origine. Malgré tout, Herzl ne se laisse pas décourager et organise le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, en 1897. Cet événement réunit des délégués juifs venus de 17 pays et fonde officiellement l'organisation sioniste. Son objectif est clair, créer pour le peuple juif un foyer en Palestine garanti par le droit public.
le sionisme politique est né, et le long processus, difficile, de transformation d'un rêve en réalité, commence alors. Le premier congrès sioniste de Bâle marque un véritable tournant. Il fait passer le sionisme du stade d'idées, porté par quelques intellectuels, à celui de mouvement international organisé. Sous la direction de Theodor Herzl, le rêve ancien se dote d'une structure moderne, avec un congrès qui fait office de parlement en exil et des institutions créées pour avancer vers ses objectifs. Le mouvement se lance aussitôt sur deux fronts, diplomatique et pratique. Sur le plan diplomatique, Herzl et ses successeurs multiplient les démarches auprès des grandes puissances de l'époque, du sultan ottoman au Kaiser allemand, sans oublier les responsables britanniques, afin d'obtenir une charte politique pour l'installation juive en Palestine. C'est, franchement, une tâche frustrante et souvent vaine, mais elle place la question juive au cœur de la diplomatie internationale. En même temps, le travail concret de construction d'un foyer national sur le terrain commence sérieusement, bien avant l'obtention d'une quelconque charte politique. Cela implique des efforts systématiques pour créer l'infrastructure d'un futur État. Une des institutions clés fondées à cette époque est le Fonds national juif, ou Keren Kayemet l'Israël, en 1901. Sa mission, acheter des terres en Palestine ottomane pour en faire la propriété inaliénable du peuple juif. Des dons sont collectés auprès des juifs du monde entier, riches ou modestes, pour financer ces acquisitions. Ces terres sont ensuite louées à des colons juifs pour l'agriculture, ce qui permet la création de nouvelles communautés rurales sans générer une classe de travailleurs sans terre. Ces nouvelles communautés adoptent souvent des modèles sociaux radicaux. Le plus célèbre est le kibbutz, une ferme collective où tous les biens sont partagés et où les décisions sont prises de manière démocratique. Il existe aussi le moshav, une coopérative où les fermes sont individuelles, mais où les machines et la commercialisation sont gérées collectivement. Les pionniers, ou halutzim, venus bâtir ces colonies, sont en général jeunes, idéalistes et socialistes, originaires d'Europe de l'Est. Ils sont animés par le désir non seulement de fuir la persécution, mais aussi de créer un nouveau type de juif. Un agriculteur fort, autonome, lié à la terre, rompant ainsi avec l'image du juif diasporique, faible et urbain. Parallèlement à la colonisation agricole, les sionistes s'attachent à la renaissance culturelle. Un projet essentiel consiste à moderniser et revitaliser l'hébreu. Pendant des siècles, l'hébreu n'était qu'une langue liturgique, réservée à la prière et à l'étude religieuse. Sous l'impulsion de figures comme Eliezer ben Yehuda, il devient une langue vivante, capable d'exprimer tous les aspects de la vie contemporaine. De nouvelles écoles sont créées, où l'hébreu est la langue d'enseignement. En 1912, la première pierre du Technion, une université scientifique et technologique à Haïfa, est posée. Tous ces efforts s'inscrivent dans un projet plus vaste. Il s'agit de créer, bien avant toute déclaration d'indépendance, non seulement une présence physique, mais aussi une véritable culture et société nationale en Palestine. Alors que le mouvement sioniste construit patiemment ses fondations en Palestine, les événements en Europe rendent sa mission de plus en plus urgente. Au début du XXe siècle, des vagues de pogroms brutaux balayent l'Empire russe, notamment en 1903 et 1905. Ces émeutes anti-juives font des milliers de morts et détruisent des communautés entières. Pour de nombreux juifs d'Europe de l'Est, le rêve d'un refuge sûr n'est plus un idéal abstrait. C'est devenu une question de vie ou de mort. Ces violences provoquent ce qu'on appelle la seconde Aliyah, entre 1904 et 1914, une nouvelle vague d'immigration vers la Palestine, de juifs fuyant les persécutions et cherchant à bâtir une vie nouvelle selon les idéaux sionistes. La Première Guerre mondiale aggrave encore l'instabilité de la vie juive en Europe, mais elle ouvre aussi une nouvelle fenêtre politique. Avec l'Empire ottoman au bord de l'effondrement, le futur du Moyen-Orient est redessiné par les puissances européennes. La direction sioniste, désormais menée par Chaim Weizmann, chimiste et diplomate brillant, navigue habilement dans ce contexte complexe. Leurs efforts aboutissent à une victoire diplomatique majeure, la déclaration Balfour de 1917. Dans cette lettre officielle, le gouvernement britannique exprime son soutien à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Même si elle reste ambiguë et pleine de contradictions, c'est la première fois qu'une grande puissance mondiale appuie officiellement les objectifs sionistes. Cela donne au mouvement une légitimité internationale cruciale. Dans les années qui suivent, sous le mandat britannique sur la Palestine, l'immigration juive continue de croître. Mais c'est la montée du parti nazi en Allemagne, en 1933, qui transforme ce flux en une véritable vague de désespoir. La persécution systématique, la spoliation et la violence contre les Juifs d'Europe
provoquant une crise de réfugiés sans précédent. Pourtant, la plupart des pays du monde, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne, ferment leurs portes et refusent d'accueillir un nombre significatif de réfugiés juifs. Pour beaucoup, la Palestine devient alors la seule destination possible, le dernier espoir face à la tempête qui s'annonce. Jamais le besoin d'un État souverain, capable de contrôler ses frontières et de sauver son propre peuple, n'a été aussi évident. L'horreur ultime de la Shoah, au cours de laquelle 6 millions de Juifs, soit un tiers de la population juive mondiale, sont assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Grave dans la conscience des survivants et du peuple juif tout entier, la nécessité absolue d'un État, l'incapacité du monde à offrir un refuge, devient une catastrophe morale impardonnable. Après la guerre, la revendication d'un État juif ne relève plus seulement du rêve ancien ou d'une aspiration nationaliste. Il s'agit désormais de survivre. C'est une affirmation résolue. Plus jamais le peuple juif ne sera sans défense, à la merci des autres. Ce sentiment d'urgence et cette exigence morale vont alimenter la dernière phase décisive de la marche vers l'indépendance, dans les années qui suivent immédiatement la guerre. La fin de la Première Guerre mondiale a marqué l'effondrement complet de l'Empire ottoman, qui avait gouverné la Palestine pendant 4 siècles. Cela a créé un vide de pouvoir au Moyen-Orient, et les puissances alliées victorieuses, principalement la Grande-Bretagne et la France, se sont empressées de se partager les anciens territoires ottomans selon leurs propres intérêts stratégiques. Pour la Palestine, cela signifiait une transition de la domination turque à une administration britannique. En 1920, lors de la conférence de San Remo, les Alliés ont officiellement confié le mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne. Une décision ratifiée ensuite par la Société des Nations en 1922. Le système de mandat était, en théorie, une solution temporaire destinée à guider les habitants du territoire vers l'autonomie. Mais en réalité, la Grande-Bretagne poursuivait ses propres objectifs, complexes et souvent contradictoires. La base juridique du mandat britannique était profondément paradoxale, inscrivant les germes de futurs conflits au cœur même de son administration. Le texte du mandat incorporait explicitement la déclaration Balfour de 1917, obligeant légalement la Grande-Bretagne à faciliter la création d'un foyer national juif en Palestine. Cet engagement représentait une victoire monumentale pour le mouvement sioniste, lui offrant un appui juridique international. Cependant, le même document comportait aussi une réserve cruciale, bien que formulée de manière vague. Rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. Ces deux objectifs étaient fondamentalement incompatibles, plaçant la Grande-Bretagne dans une position presque impossible dès le départ. Cette contradiction inhérente a été aggravée par les promesses faites par la Grande-Bretagne aux Arabes pendant la guerre. Dans la correspondance McMahon Hussein de 1915-1916, la Grande-Bretagne avait semblé promettre son soutien à l'indépendance arabe dans la région en échange de leur aide contre les Ottomans. Plus tard, les Britanniques ont soutenu que la Palestine était exclue de cette promesse, mais les dirigeants arabes se sont sentis profondément trahis. Ils ont perçu la déclaration Balfour et le mandat comme une inversion totale de cet accord, estimant avoir combattu pour leur liberté face aux Ottomans pour se retrouver sous une nouvelle forme de domination coloniale européenne qui favorisait désormais les aspirations nationales d'un autre peuple sur leur terre. Ainsi, la période du mandat britannique a débuté non pas sur une page blanche, mais sur un socle de méfiance profonde et d'attentes contradictoires. La communauté juive attendait des Britanniques qu'ils tiennent leurs promesses et facilitent la croissance de leur foyer national à travers l'immigration et l'achat de terres. La majorité arabe, quant à elle, voyait les Britanniques comme des occupants ayant illégitimement cédé leur pays et attendait d'eux qu'ils défendent leurs droits en tant que population autochtone et leur accordent l'autodétermination promise à d'autres nations arabes. La Grande-Bretagne, prise entre ces deux exigences irréconciliables, allait passer les 3 décennies suivantes à tenter, sans succès, de gérer une situation qu'elle avait largement créée. Sous le mandat britannique, la Palestine a vu se développer 2 sociétés distinctes et parallèles, l'une juive et l'autre arabe, qui sont devenues de plus en plus séparées et hostiles l'une envers l'autre. La communauté juive, connue sous le nom de Yishuv, était très organisée et dynamique. Guidée par l'organisation sioniste et son organe exécutif local, l'agence juive, elle fonctionnait presque comme un État dans l'État. Elle a mis en place ses propres institutions politiques, telles que l'Assemblée élue, la Sefat Anivarim,
et le Conseil national, le Vaad Leomi. Elle gérait son propre système éducatif avec des écoles enseignant en hébreu et assurait des services de santé et sociaux autonomes. Elle disposait aussi de sa propre force de défense, la Haganah, une milice clandestine créée pour protéger les implantations juives. Ce processus de construction nationale était financé par des institutions sionistes et les dons de la diaspora, permettant au Yishuv de développer une économie moderne et largement autosuffisante. Les immigrants juifs, en particulier ceux venus d'Europe, apportaient capitaux, compétences et nouvelles technologies. Ils ont fondé des usines, bâti de nouveaux centres urbains comme Tel Aviv et créé des exploitations agricoles avancées. Le Fonds national juif a continué à acheter des terres, ce qui a souvent entraîné le déplacement de paysans arabes qui cultivaient ces terres depuis des générations. Cette activité économique, tout en générant de la croissance, a aussi creusé le fossé, car le Yishuv promouvait une politique de travail hébreu, encourageant les entreprises juives à n'employer que des travailleurs juifs afin de bâtir une économie nationale autonome. En contraste frappant, la société arabe palestinienne est restée largement traditionnelle, agraire et politiquement fragmentée. Bien qu'elle ait aussi connu une croissance démographique et un certain développement économique pendant le mandat, elle manquait des institutions centralisées et du soutien financier international dont bénéficiait le Yishuv. Le leadership politique était divisé entre des familles notables rivales comme les Husseinis et les Nachashibis, dont les rivalités freinaient souvent une réponse unifiée au projet sioniste. Le Conseil suprême musulman, dirigé par le grand moufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, est devenu un vecteur clé du nationalisme arabe, mais il ne pouvait rivaliser avec l'efficacité organisationnelle de l'agence juive. L'économie arabe est restée principalement agricole et beaucoup d'Arabes se sentaient exclus des secteurs modernisés créés par le Yishuv. Cette séparation croissante a alimenté la peur et le ressentiment mutuel. La population arabe observait avec inquiétude l'augmentation de l'immigration juive et le transfert de terres aux mains juives. Elle voyait sa majorité démographique s'éroder lentement, craignant de devenir minoritaire dans son propre pays, sous la domination des nouveaux arrivants. De leur côté, les Juifs percevaient l'hostilité arabe comme une menace existentielle à leur rêve d'un foyer national et d'un refuge sûr. L'administration britannique n'a pas vraiment cherché à combler ce fossé. Elle gouvernait les deux communautés séparément, maintenant l'ordre public, mais sans jamais forger une identité politique partagée. Cela a créé un environnement volatile où la concurrence économique, les différences culturelles et les aspirations politiques étaient vouées à éclater en violence. Les tensions qui avaient caractérisé les 15 premières années du mandat ont finalement explosé en une insurrection généralisée en avril 1936. Ce fut la Grande Révolte arabe, la manifestation la plus significative et la plus durable de l'opposition arabe palestinienne à la domination britannique et au projet sioniste. La révolte n'a pas été un événement unique, mais un conflit prolongé de 3 ans qui a commencé par une grève générale organisée par un nouvel organisme national, le Comité arabe supérieur, dirigé par Hadj Amin al-Husseini. Cette grève visait à paralyser le pays et à forcer les Britanniques à accéder aux revendications arabes, la fin de l'immigration juive, l'interdiction de la vente de terres aux Juifs et l'établissement d'un gouvernement arabe indépendant. La grève générale a fini par dégénérer en violence généralisée. Des groupes de guérilla arabes, dirigés par des chefs locaux, ont attaqué des installations militaires britanniques, des postes de police, ainsi que des infrastructures comme les chemins de fer et les oléoducs. Ils ont aussi pris pour cible des implantations juives et les moyens de transport, ce qui a entraîné des représailles brutales de la part de groupes paramilitaires juifs, en particulier l'Irgun, plus radical. Le conflit a plongé la Palestine dans le chaos, avec assassinats, attentats et embuscades devenant monnaie courante. La révolte a reçu le soutien de toute la société palestinienne, unissant élites urbaines et paysans dans une lutte commune contre ce qu'ils percevaient comme une double menace coloniale, britannique et sioniste. Il s'agissait d'un soulèvement national visant à garantir leur avenir en Palestine. Les Britanniques ont répondu par une répression massive pour écraser la rébellion. Ils ont déployé des dizaines de milliers de soldats en Palestine et mis en œuvre des mesures de contre-insurrection sévères, arrestations massives, démolition de maisons, punitions collectives et tribunaux militaires prononçant des peines de mort. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, la révolte était réprimée, mais le coût était immense. Plus de 5000 Arabes, 400 Juifs et 200 Britanniques avaient été tués.
le leadership arabe palestinien était décimé, tué, emprisonné ou contraint à l'exil, y compris Hadj Amin al-Husseini. L'économie palestinienne était en ruine et la société laissée désarmée et décapitée politiquement. Bien que la révolte ait été un échec militaire pour les Arabes, elle a eu un impact politique profond. Elle a contraint les Britanniques à reconnaître que leur politique en Palestine était devenue intenable. En réponse, Londres a publié le Livre blanc de 1939, un revirement spectaculaire. Ce nouveau document limitait sévèrement l'immigration juive à 75 000 personnes sur les 5 années suivantes, après quoi elle serait soumise à l'accord arabe. Il imposait aussi des restrictions strictes sur la vente de terres aux Juifs. Le Livre blanc abandonnait de fait l'idée d'un partage de la Palestine et envisageait un État unique, indépendant, à majorité arabe, dans un délai de 10 ans. Pour les Arabes, ce fut une victoire politique majeure, quoique tardive. Pour les Juifs, ce fut une trahison catastrophique, survenant au moment le plus sombre, alors que les nazis commençaient leur conquête de l'Europe. Le Livre blanc de 1939 a complètement remodelé le paysage politique de la Palestine. Le mouvement sioniste, se sentant trahi par la Grande-Bretagne, voyait désormais l'autorité mandataire comme son principal adversaire. La politique britannique de limitation drastique de l'immigration juive était perçue comme une véritable sentence de mort pour les Juifs d'Europe qui tentaient désespérément de fuir l'Holocauste. Le Yishuv a alors adopté une stratégie à double facette officiellement. Il coopérait à l'effort de guerre britannique contre l'Allemagne nazie, avec des milliers de volontaires juifs rejoignant l'armée britannique. Mais en même temps, ces organisations militaires clandestines s'efforcèrent de contourner les politiques du Livre blanc, organisant l'immigration illégale, l'Aliyabet, et faisant passer des réfugiés juifs en Palestine par la mer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le conflit en Palestine a été temporairement éclipsé par la lutte mondiale. Cependant, les groupes paramilitaires juifs clandestins ont profité de cette période pour s'étendre, s'entraîner et acquérir des armes. Après la fin de la guerre en 1945 et la révélation complète de l'horreur de la Shoah, la demande sioniste pour un État est devenue une absolue exigence morale. La découverte des camps de la mort a suscité une immense sympathie internationale pour le peuple juif et une pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle ouvre les portes de la Palestine aux centaines de milliers de survivants déplacés, languissant dans des camps à travers l'Europe. Pourtant, le nouveau gouvernement travailliste britannique a choisi de maintenir les restrictions du Livre blanc, craignant une réaction arabe qui pourrait déstabiliser le Moyen-Orient riche en pétrole et nuire aux intérêts britanniques. Ce refus britannique a déclenché une véritable insurrection juive contre les autorités mandataires. La Haganah, aux côtés des factions plus radicales de l'Irgun et du Lehi, a lancé une campagne coordonnée de sabotage et d'attaque. Ils ont fait sauter des ponts, des voies de ferrée et des postes de police britanniques. L'attaque la plus célèbre fut l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem en juillet 1946, qui abritait le commandement militaire britannique et le secrétariat. L'explosion a tué 91 personnes, parmi lesquelles des Britanniques, des Arabes et des Juifs. Ces actes de violence ont transformé la Palestine en zone de guerre, rendant la position britannique de plus en plus intenable et coûteuse. Les Britanniques se sont retrouvés piégés dans un conflit sanglant avec la communauté même qu'ils étaient censés aider à établir un foyer national. Au début de 1947, la Grande-Bretagne avait atteint son point de rupture. Le pays était épuisé et ruiné après la Seconde Guerre mondiale, et il ne pouvait plus supporter le coût financier ou humain du maintien d'une présence militaire massive en Palestine. Le mandat était devenu une gêne internationale, attirant les condamnations des Juifs, des Arabes, ainsi que des États-Unis. Incapable d'imposer une solution et confronté à une guerre de guérilla impossible à gagner, le gouvernement britannique a pris une décision fatidique. En février 1947, il a annoncé qu'il remettait le problème de la Palestine à la toute nouvelle organisation des Nations Unies. Le mandat britannique, né de promesses contradictoires, se terminait dans l'échec et la violence, ouvrant la voie à un nouveau chapitre, encore plus dramatique, du conflit. En 1947, la Grande-Bretagne était à bout de force. Le mandat sur la Palestine était devenu un bourbier sanglant et coûteux. Le pays se remettait encore du coup immense de la Seconde Guerre mondiale, et l'opinion publique n'avait plus aucun appétit pour le maintien d'une force militaire importante afin de surveiller un territoire lointain plongé dans le conflit. L'insurrection juive devenait chaque jour plus audacieuse et efficace, rendant la gouvernance quotidienne presque impossible. Parallèlement, le monde arabe observait de près
et tout geste perçu comme favorable aux Juifs risquait de compromettre les relations vitales de la Grande-Bretagne, ainsi que ses intérêts pétroliers au Moyen-Orient. Coincée entre des exigences irréconciliables et faisant face à des critiques internationales, la Grande-Bretagne en avait assez. Il était temps de se laver les mains du problème. En février 1947, le ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, s'est présenté devant la Chambre des communes pour faire une annonce historique. Le gouvernement britannique avait échoué à trouver une solution acceptable à la fois pour les Arabes et pour les Juifs. Il renonçait donc à son rôle et confiait officiellement la question de l'avenir de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Cette décision marquait la fin définitive du mandat britannique. Pendant près de 3 décennies, la Grande-Bretagne avait tenté de concilier des promesses contradictoires, et le résultat était un échec. Désormais, le sort de la Terre Sainte ne serait plus débattu à Londres, mais dans les couloirs de la toute jeune organisation internationale, successeur de la Société des Nations qui avait accordé le mandat à la Grande-Bretagne à l'origine. L'ONU était une organisation encore jeune, créée 2 ans plus tôt sur les cendres de la guerre mondiale. Elle reposait sur des principes idéalistes de paix, d'autodétermination et de coopération internationale. La question palestinienne allait constituer son premier grand test, un enjeu complexe et émotionnellement chargé, avec d'immenses conséquences géopolitiques. Le monde entier observait pour voir si cette nouvelle institution mondiale saurait réussir là où un grand empire avait échoué. Le contexte international était fondamental. Le souvenir encore vif de la Shoah pesait lourdement sur la conscience de nombreuses nations occidentales, créant un puissant argument moral en faveur de la création d'un État juif, refuge pour les survivants. Pour les dirigeants juifs comme arabes, l'implication de l'ONU marquait une étape décisive dans leur lutte. L'arène du conflit se déplaçait des collines de Palestine aux salles de négociation de New York et de Genève. Les 2 camps se sont immédiatement lancés dans une intense campagne de lobbying, cherchant à gagner l'opinion internationale et à obtenir une issue favorable. L'agence juive voyait là sa dernière chance d'obtenir la légitimité internationale pour l'État qu'elle bâtissait depuis 50 ans. Le Haut Comité arabe, représentant les Arabes palestiniens, y voyait l'occasion de défendre leurs droits en tant que majorité autochtone et d'empêcher la partition de leur patrie. La scène était prête pour une confrontation diplomatique dramatique. Pour s'attaquer à la tâche complexe qui l'attendait, l'Assemblée générale des Nations unies a créé en mai 1947 un comité spécial, le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine, ou UNSCOP. Ce comité était composé de représentants de 11 pays dits neutres, soigneusement choisis pour éviter toute partialité des grandes puissances, l'Australie, le Canada, la Tchécoslovaquie, le Guatemala, l'Inde, l'Iran, les Pays-Bas, le Pérou, la Suède, l'Uruguay et la Yougoslavie. Leur mission était claire, mais incroyablement difficile: enquêter sur la situation en Palestine, consulter toutes les parties concernées et recommander une solution viable à l'Assemblée générale. Le travail du comité allait servir de base à la décision finale de l'ONU. Les membres de l'UNSCOP se sont rendus sur le terrain durant l'été 1947 pour mener leur enquête de première main. Ils ont parcouru le pays, visité des villes, des villages et des implantations agricoles. Ils ont rencontré des responsables britanniques qui leur ont exposé les difficultés du maintien de l'ordre. L'agence juive a pleinement coopéré avec le comité, présentant un plaidoyer convaincant en faveur de la création d'un État. Elle a fait valoir que leur projet de construction nationale avait permis d'édifier une société moderne et progressiste, et que seule la souveraineté pouvait résoudre le problème du sans-abrisme et des persécutions juives. Les membres du comité ont également été invités à constater la réalité tragique de la Shoah en visitant des camps de personnes déplacées en Europe, une expérience puissante et émotionnellement marquante pour les délégués. Dans un geste qui allait s'avérer être une erreur stratégique majeure, le Haut Comité arabe a décidé de boycotter l'UNSCOP. Il estimait que le mandat de l'ONU était biaisé, puisqu'il considérait comme acquis le foyer national juif. Il pensait que coopérer avec le comité reviendrait à légitimer un processus visant à la partition de leur pays. Selon eux, le droit naturel de la Palestine à l'indépendance, en tant qu'État arabe unifié, n'était pas négociable. Si ce boycott était un choix de principe, il a eu pour conséquence que le récit palestinien n'a pas été présenté directement, ni aussi efficacement, au comité. Les délégués ont entendu la position arabe principalement par l'intermédiaire des représentants des États arabes voisins, et non des Palestiniens eux-mêmes.
L'un des moments les plus marquants de la visite de l'UNESCOP a eu lieu lorsqu'ils ont assisté à l'arrivée du navire d'immigrants illégaux, l'Exodus 1947. Le bateau, bondé de 4500 survivants de la Shoah, a été intercepté par la Royal Navy britannique au large des côtes de Palestine. Les délégués ont vu les Britanniques forcer les réfugiés désespérés à débarquer et les renvoyer dans des camps en Allemagne. Cet incident est devenu une sensation médiatique mondiale, suscitant une immense sympathie pour la cause juive et mettant en lumière la cruauté de la politique britannique. Ce fut un désastre en termes d'image pour la Grande-Bretagne, mais aussi un témoignage puissant et imprévu pour l'UNESCOP, renforçant l'urgence d'offrir un sanctuaire aux Juifs. Cet événement a profondément influencé les délibérations finales du comité. Après 5 semaines d'enquête au Moyen-Orient et en Europe, et plusieurs semaines de délibération à Genève, l'UNESCOP a achevé son rapport le 31 août 1947. Le comité n'a pas réussi à parvenir à une décision unanime, ce qui reflète la profondeur des divisions du problème lui-même. À la place, il a présenté 2 propositions. Le plan minoritaire, soutenu par l'Inde, l'Iran et la Yougoslavie, recommandait la création d'un seul État fédéral avec des provinces juives et arabes autonomes. Cependant, c'est le plan majoritaire, soutenu par 7 des 11 membres, qui allait attirer l'attention du monde et former la base de la résolution finale de l'ONU. Il s'agissait de la proposition de partage. Le plan majoritaire recommandait de diviser la Palestine en 2 États indépendants, l'un arabe et l'autre juif, avec une union économique entre eux. Il proposait également que la ville de Jérusalem, sacrée pour 3 religions mondiales, n'appartienne à aucun des 2 États. À la place, elle serait placée sous un régime international spécial, un corpus separatum administré par les Nations Unies. La carte proposée était un puzzle complexe de territoires imbriqués. L'État juif se voyait attribuer environ 55% du territoire, comprenant la plaine côtière fertile et le désert du Negev. L'État arabe recevrait environ 44%, incluant la Cisjordanie, la bande de Gaza et une partie de la Galilée. Le 1% restant était destiné à la zone internationale de Jérusalem. La division proposée du territoire a immédiatement suscité la controverse. La communauté juive ne représentait qu'environ 1/3 de la population de la Palestine à l'époque et possédait moins de 10% des terres, mais elle se voyait attribuer la majorité du territoire. Les auteurs du plan ont justifié ce choix en soulignant que la majeure partie des terres données à l'État juif était le désert du Negev, peu peuplé, qu'ils espéraient voir développé par les Juifs. Ils ont également dessiné les frontières de manière à inclure la majorité de la population juive existante au sein de l'État juif. Cependant, l'État juif proposé aurait tout de même une très grande minorité arabe, près de 40% de sa population totale, tandis que l'État arabe n'aurait qu'une très petite minorité juive. L'Assemblée générale de l'ONU a commencé à débattre du rapport de l'UNESCOP à l'automne 1947. L'atmosphère était tendue, avec un lobbying frénétique des 2 côtés. La délégation sioniste, dirigée par Moshe Charette et Abba Eban, a travaillé sans relâche pour obtenir les voix nécessaires. Les délégations arabes se sont opposées avec véhémence au plan de partage, avertissant que son imposition contre la volonté de la majorité conduirait à un bain de sang. Le vote final a été un événement dramatique, fortement influencé par la pression des États-Unis et de l'Union soviétique, qui, pour leurs propres raisons géopolitiques, soutenaient le partage. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale a voté sur la proposition. Le résultat a été 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. La résolution 181 a été adoptée. La nouvelle du vote de l'ONU a été accueillie par des réactions radicalement opposées. Dans les communautés juives de Palestine et du monde entier, il y a eu une explosion de joie. Les gens sont descendus dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem, dansant et célébrant jusque tard dans la nuit. Pour eux, la résolution de l'ONU représentait une victoire historique. C'était la reconnaissance par la communauté internationale de leur droit à l'autodétermination et une charte légale pour l'établissement de leur État. Même s'ils n'étaient pas entièrement satisfaits des frontières proposées, en particulier de l'internationalisation de Jérusalem, la direction sioniste a officiellement accepté le plan de partage. David Ben-Gourion y voyait une étape monumentale, une base sur laquelle ils pourraient construire leur nation. Pour les Arabes palestiniens et le monde arabe, au sens large, la réaction fut celle du choc, de l'indignation et du rejet immédiat. Ils considérèrent la résolution 181 comme une profonde injustice, une atteinte morale et juridique. Ils affirmaient
que l'ONU, un organisme dominé par les puissances occidentales, n'avait pas le droit de partager leur patrie sans le consentement de la majorité de sa population. Il voyait le plan comme une trahison du principe d'autodétermination, censé être un pilier de la Charte des Nations Unies. L'attribution de 55% de leur pays à une minorité juive, arrivée en grande partie au cours des dernières décennies, était perçue comme un acte inacceptable de dépossession coloniale. Le rejet par la direction arabe fut total et sans compromis. Le Haut Comité arabe déclara le plan nul et non avenu et appela à une grève générale de 3 jours pour protester contre la décision. Dans les jours et semaines qui suivirent, les tensions déjà vives en Palestine éclatèrent en violence généralisée. Le vote sur le partage fut l'étincelle qui déclencha une guerre civile entre les communautés juives et arabes. Les milices arabes commencèrent à attaquer des convois juifs, des colonies et des quartiers urbains. Les groupes paramilitaires juifs ripostèrent et le cycle de violence s'emballa rapidement. Les Britanniques, dans les derniers mois de leur mandat, étaient soit incapables, soit peu désireux de stopper les combats, se concentrant plutôt sur leur propre retrait. Les États arabes, unis dans leur opposition, déclarèrent qu'ils ne resteraient donc pas passifs face à l'établissement d'un État juif par la force. Lors d'une réunion de la Ligue arabe au Caire en décembre 1947, ils s'engagèrent à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la mise en œuvre du plan de partage, y compris une intervention militaire. L'ONU avait adopté une résolution, mais elle ne disposait d'aucun mécanisme pour l'appliquer. Le plan n'était qu'une recommandation, et sans le consentement des deux parties, il ne pouvait être mis en œuvre que par la guerre. Le vote pour le partage n'a pas apporté la paix. Il a marqué, au contraire, le début du dernier chapitre sanglant menant à la guerre de 1948. Au printemps 1948, la Palestine était déjà plongée dans une guerre civile brutale. Le vote de partage des Nations Unies, en novembre 1947, n'avait pas créé 2 États, mais avait déclenché une vague de violence que les forces britanniques, de plus en plus réduites, ne pouvaient contenir. Les milices juives et arabes se battaient pour le contrôle des villes, des villages et des routes stratégiques. Le conflit était une lutte chaotique et désespérée pour la survie et la domination, quartier par quartier, colline après colline. Le Yishuv juif, sous le commandement centralisé de David Ben Gourion, mit en œuvre un plan stratégique connu sous le nom de plan d'Alais. Si son objectif fait encore débat parmi les historiens, son effet concret fut la conquête de territoires, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des frontières attribuées par l'ONU, et le nettoyage de villages arabes hostiles pour sécuriser les lignes de communication et les futures frontières de l'État juif. Les Britanniques avaient fixé leur date de départ définitive au 15 mai 1948. Dans les semaines précédant cette échéance, les combats s'intensifièrent de façon spectaculaire, alors que chaque camp cherchait à s'emparer des zones stratégiques abandonnées par les Britanniques. Les forces juives, mieux organisées et mieux équipées, dont la Haganah et sa force d'élite, le Palmach, prirent rapidement l'avantage. Elles réussirent à capturer plusieurs grandes villes mixtes, dont Tibériade, Haïfa et Jaffa. La chute de ces villes provoqua un exode massif de la population arabe, qui fuyait les combats ou, dans certains cas, étaient expulsés directement ou poussés au départ par des campagnes de guerre psychologiques. Le rêve d'une société binationale mourait dans une vague de feu et de déplacements. La communauté internationale observait la situation avec inquiétude, mais restait largement paralysée. Les États-Unis, face au chaos, hésitèrent un temps dans leur soutien au partage, suggérant à la place une tutelle temporaire de l'ONU. Cette proposition fut fermement rejetée par la direction juive, qui y voyait une tentative de dernière minute de leur refuser la souveraineté qu'ils étaient en train de gagner sur le terrain. Ils étaient déterminés à ne pas laisser passer cette occasion historique. Pour eux, le choix était clair, proclamer l'indépendance dès le départ des Britanniques, quelles qu'en soient donc les conséquences, ou risquer de tout perdre. L'élan était de leur côté, et tout retard pouvait leur être fatal. Le dernier jour du mandat britannique était le vendredi 14 mai 1948. À minuit, l'autorité britannique sur la Palestine cesserait officiellement d'exister. Le dernier haut-commissaire britannique, Sir Alan Cunningham, quitta discrètement Haïfa, mettant fin à 30 ans de domination britannique dans une indifférence quasi totale. Ce départ créa un vide politique. Les dirigeants juifs savaient qu'ils devaient agir rapidement dans ce court laps de temps. Ils décidèrent de ne pas attendre minuit. À la place, ils prévoyèrent de proclamer la création de leur État dans l'après-midi, juste avant le début du sabbat, lors d'une cérémonie secrète qui allait changer à jamais la carte du Moyen-Orient.
À 16 h, le 14 mai 1948, à l'intérieur de la grande salle du musée d'art de Tel Aviv, environ 250 invités triés sur le volet se sont réunis dans la plus grande discrétion. L'emplacement avait été gardé secret jusqu'à la dernière minute, par crainte d'un raid aérien égyptien. L'atmosphère était lourde, mêlant exaltation et profonde anxiété. Sur la scène, sous un grand portrait de Theodor Herzl, étaient assis les membres du Conseil du Peuple, le gouvernement provisoire du Yishuv. Au centre se trouvait David Ben-Gourion, le visage marqué par une détermination sans faille. Il se leva, frappa du maillet, puis commença à lire le parchemin qu'il tenait entre ses mains. Il s'agissait de la déclaration d'indépendance d'Israël, véritable acte de naissance du nouvel État. La voix de Ben-Gourion, sans être tonitruante, portait le poids de l'histoire. Il évoqua le lien indestructible, long de plusieurs millénaires, entre le peuple juif et Eretz Israël, la terre d'Israël. Il rappela les longs siècles d'exil, le rêve persistant du retour, les efforts récents pour faire refleurir le désert, et les horreurs de la Shoah nazie, qu'il cita comme la preuve ultime de la nécessité urgente d'un foyer national juif. La déclaration proclama la création d'un État juif en Eretz Israël, qui sera connu sous le nom d'État d'Israël. Elle affirma que le nouvel État serait fondé sur la liberté, la justice et la paix, garantissant l'égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. La déclaration tendait également la main à la paix aux États arabes voisins, les invitant à coopérer avec la nation juive indépendante pour le bien commun de tous. C'était un appel à la réconciliation, au moment même de l'affrontement. Après 16 minutes, Ben-Gourion termina sa lecture. L'assistance se leva, et la salle résonna d'applaudissements nourris et du chant émouvant de Hatikva, l'espoir, l'hymne sioniste qui deviendrait désormais l'hymne national d'Israël. Les membres du Conseil du Peuple s'avancèrent un à un pour signer le document, leur signature scellant la création du premier État juif depuis près de 2000 ans. Pour le peuple juif, c'était un moment de triomphe sublime et de renaissance. La nouvelle de la déclaration fit le tour du monde. La réaction internationale fut rapide et partagée. À peine 11 minutes après la proclamation, les États-Unis, sous la présidence de Harry S. Truman, annoncèrent leur reconnaissance de facto du nouvel État, une victoire diplomatique cruciale pour Israël. L'Union soviétique, cherchant à affaiblir l'influence britannique dans la région, suivit quelques jours plus tard. Pourtant, cette reconnaissance ne garantissait en rien la survie. Ben-Gourion lui-même ne se faisait aucune illusion. Comme il l'écrivit plus tard dans son journal, une fois les célébrations terminées, il ressentit l'angoisse profonde d'un dirigeant qui venait d'amener son peuple à l'État, mais devait désormais le mener dans une guerre totale contre des forces écrasantes. La joie de l'indépendance fut, hélas, de bien courte durée. Dès le lendemain, le 15 mai 1948, le nouvel État d'Israël fut envahi de toutes parts. Les nations arabes voisines tinrent leur promesse d'empêcher l'établissement d'un État juif par la force. Les armées d'Égypte, de Transjordanie, de Syrie, du Liban et d'Irak, accompagnées de forces expéditionnaires d'Arabie Saoudite et du Yémen, franchirent les frontières de l'ancien mandat britannique. La première guerre israélo-arabe, connue en Israël sous le nom de guerre d'indépendance, venait officiellement de commencer. Le conflit, jusque-là, guerre civile interne entre communautés, devint une guerre conventionnelle opposant le jeune État d'Israël aux armées constituées de 5 pays voisins. Sur le papier, les chances semblaient écrasantes contre Israël. Les populations combinées des nations arabes envahissantes dépassaient 30 millions, alors que la population juive d'Israël n'était que de 650 000. Leurs armées disposaient de chars, d'artillerie et de forces aériennes, un arsenal professionnel dont les forces israéliennes manquaient cruellement au départ. Les dirigeants arabes étaient sûrs d'une victoire rapide et décisive, prédisant qu'ils atteindraient Tel Aviv en quelques jours à peine. Les premiers temps de la guerre semblaient leur donner raison. Les forces égyptiennes progressèrent le long de la côte depuis le sud, tandis que la puissante légion arabe de Transjordanie, dirigée par des officiers britanniques, assiégeait le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Cependant, les forces israéliennes, désormais officiellement regroupées sous le nom de Tsahal, disposaient de plusieurs atouts majeurs. Elles luttaient pour leur survie même, sur leur propre sol, ce qui leur donnait une unité et une détermination sans égale. Bien que minoritaires à l'échelle régionale, elles pouvaient mobiliser une proportion bien plus élevée de leur population pour l'effort de guerre. Leur commandement était unifié sous Ben-Gourion,
alors que les armées arabes souffraient de rivalités internes, d'un manque de coordination et d'objectifs politiques divergents. De plus, Israël parvint à obtenir des livraisons cruciales d'armes, notamment de Tchécoslovaquie, ce qui contribua à rééquilibrer progressivement les forces en présence. La guerre dura plus d'une année, rythmée par plusieurs trêves et des périodes de combats intenses. Tsahal ne se contenta pas de stopper les avancées arabes, elle passa à l'offensive, repoussant les armées envahissantes et élargissant le territoire sous son contrôle. Elle brisa le siège de Jérusalem, conquit la Galilée et pénétra dans le désert du Negev. Lorsqu'une série d'accords d'armistice furent signés en 1949, Israël était sorti vainqueur, militairement parlant. Il contrôlait 78% du territoire de l'ancien mandat de Palestine, soit bien plus que les 55% attribués par le plan de partage de l'ONU. La guerre avait assuré l'existence du nouvel État, mais ce fut au prix d'un coût humain terrible pour les deux camps. Pour le peuple juif, la guerre de 1948 fut une victoire miraculeuse, une lutte réussie pour l'indépendance contre toute attente. Pour les Arabes de Palestine, cependant, le même conflit fut un désastre absolu de proportions historiques. Ils l'appellent la Nakba, un mot arabe signifiant la catastrophe. Ce terme ne décrit pas seulement l'échec à empêcher la création d'Israël, mais le profond traumatisme de l'effondrement de leur société et le déplacement massif de leur peuple. Pendant la guerre de 1948, on estime que 700 000 à 750 000 Arabes palestiniens, plus de la moitié de la population arabe du territoire, ont fui ou ont été expulsés de leur foyer dans les zones qui sont devenues l'État d'Israël. Les causes de cet exode massif sont, honnêtement, complexes et férocement débattues. Les récits israéliens ont historiquement souligné que les Palestiniens sont partis volontairement, incités à le faire par des dirigeants arabes qui leur avaient promis un retour rapide après la défaite de l'État juif. Les récits palestiniens, soutenus par le travail de nombreux historiens israéliens et internationaux révisionnistes, affirment que le déplacement fut une conséquence directe de la guerre et, dans de nombreux cas, une politique délibérée d'expulsion par les forces israéliennes. La réalité sur le terrain était un mélange de facteurs. Beaucoup ont fui pour échapper au combat, certains ont été chassés par la peur et la guerre psychologique, et d'autres ont été expulsés de force lors d'opérations militaires israéliennes visant à dégager des zones stratégiques. Les conséquences de ce déplacement furent dévastatrices et permanentes. Des centaines de villages arabes et de quartiers urbains furent dépeuplés, et beaucoup furent ensuite détruits pour empêcher toute possibilité de retour de leurs habitants. Les réfugiés se sont enfuis vers les régions environnantes, cherchant refuge en Cisjordanie, qui fut annexée par la Jordanie, dans la bande de Gaza, administrée par l'Égypte, et dans des pays arabes voisins comme le Liban, la Syrie et la Jordanie. Ils se sont retrouvés dans des camps de réfugiés de fortune, s'attendant à retourner chez eux en quelques semaines. Mais les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années, puis en décennies. Leurs maisons, leurs terres et leurs biens avaient disparu, repris par le nouvel État d'Israël. Les accords d'armistice de 1949 ont tracé de nouvelles frontières de facto, connues plus tard sous le nom de lignes vertes, mais ils n'ont pas résolu le problème des réfugiés. Israël a refusé de permettre aux réfugiés de revenir, les considérant comme une potentielle cinquième colonne et une menace démographique pour le caractère juif de l'État. Les États arabes, quant à eux, étaient souvent réticents ou incapables d'absorber les réfugiés dans leur propre société. La Nakba palestinienne a ainsi créé une population massive de réfugiés apatrides dont le sort deviendrait le cœur durable et non résolu du conflit israélo-arabe en cours. La naissance d'une nation en 1948 était inextricablement liée à l'éclatement d'une autre, créant deux mémoires opposées du même événement. L'une d'indépendance, l'autre de catastrophe. L'année 1948 ne représente pas un événement historique unique et objectif. Au lieu de cela, c'est un moment qui s'est fracturé en deux vérités distinctes, profondément ressenties et profondément divergentes. Pour le peuple juif, la création de l'État d'Israël était l'accomplissement d'un rêve vieux de 2000 ans. C'était un moment de renaissance nationale, une renaissance miraculeuse après des siècles de persécution et le traumatisme inimaginable de l'Holocauste. Cela représentait l'acte ultime d'autodétermination, le retour d'un peuple sur sa terre ancestrale et l'établissement d'un sanctuaire où ils pourraient enfin être maîtres de leur propre destin. La victoire dans la guerre d'indépendance a été vue comme un témoignage de leur résilience et de leur courage, une position défiante pour la survie qui a assuré leur place parmi les nations. Pour les Palestiniens, cependant, 1948 n'est pas commémoré comme une année de naissance, mais comme l'année de leur grande catastrophe, la Nakba.
Cela marque le moment où leur société a été brisée, leurs aspirations politiques à l'indépendance ont été écrasées et leur lien avec leur patrie a été violemment rompu. Pour eux, la création d'Israël n'était pas un miracle, mais un acte de colonisation et de dépossession, mené avec le soutien des puissances internationales et mis en œuvre par la force militaire. La guerre n'était pas une guerre d'indépendance, mais une guerre de conquête, entraînant l'expulsion massive et la fuite de leur peuple, la destruction de leur village et le début d'une vie d'exil et d'apatridie qui se poursuit à ce jour. Ces deux récits ne sont pas simplement des interprétations différentes du passé. Ils sont fondamentaux pour les identités des deux peuples. L'identité israélienne est profondément liée à l'histoire de 1948 comme une lutte héroïque pour la libération et la souveraineté. C'est une histoire d'espoir, de sacrifice et du triomphe d'un peuple ancien qui rentre chez lui contre toute attente. Ce récit façonne leur compréhension de la sécurité, leur relation avec la région et leur justification de l'existence de l'État. Inversement, l'identité palestinienne est forgée dans la mémoire de la Nakba. C'est une histoire de perte, d'injustice et de résilience face à l'occupation et à l'exil. Ce récit alimente leur lutte pour les droits, la reconnaissance et le droit au retour. La tragédie réside dans le fait que ces deux mémoires, l'une de rédemption et l'autre de ruine, sont inextricablement liées. Ce sont les deux faces d'une même médaille. La joie d'un peuple a été construite sur la douleur de l'autre, l'indépendance célébrée par les Israéliens est l'événement même que les Palestiniens pleurent comme leur dépossession. Cette dualité fondamentale est la source de l'inextricabilité du conflit. Il n'y a pas de mémoire partagée, pas de terrain d'entente à partir duquel voir l'événement fondateur de 1948. Au lieu de cela, il y a deux monologues concurrents de douleur et de grief, chacun perçu comme une vérité absolue par son peuple, et chacun considéré comme un déni de l'histoire par l'autre. Les événements de 1948 ont créé une symétrie profonde et douloureuse. Le conflit peut être compris comme l'histoire de la collision de deux retours au foyer, l'un réel et l'autre désiré. Pour le peuple juif, la création d'Israël a marqué la fin de leur long exil de la terre. C'était le retour de la diaspora, le rassemblement d'un peuple dispersé dans un foyer souverain. Ce retour était perçu comme un droit historique et une nécessité morale, la seule réponse viable à des siècles de persécutions qui avaient culminé en génocide. Le nouvel État est devenu un puissant symbole de renouveau juif, un lieu où leur langue, leur culture et leur sécurité pouvaient enfin être garanties, mettant fin à leur vulnérabilité en tant que minorité perpétuelle. Simultanément, ce même événement a marqué le début d'un nouvel exil pour le peuple palestinien. La Nakba les a transformés d'une société enracinée en une nation dispersée de réfugiés. Pour les Palestiniens, le concept de retour est devenu un élément central et définissant de leur lutte nationale, tout comme il l'avait été pour les Juifs. Le rêve de retourner dans les foyers et les villages qu'ils avaient perdus en 1948 est devenu leur Shana Haba'a B'Yerushalayim, une puissante expression d'espoir et un refus d'accepter leur déplacement comme permanent. Ce désir ardent de retour, de restauration de leurs droits et de leurs terres, est devenu le cœur de leur identité politique et culturelle dans leur propre diaspora. Ce douloureux paradoxe, un peuple mettant fin à son exil en créant un autre, est au cœur de la complexité du conflit actuel. La terre elle-même, si petite et imprégnée de tant d'histoire, est devenue le réceptacle de ces deux drames nationaux opposés. Chaque ville, chaque colline et chaque pierre ont une double signification, revendiquée par deux histoires et deux ensembles de souvenirs. Jérusalem est à la fois la capitale éternelle du peuple juif et le cœur sacré de la nation palestinienne. Hébron est à la fois le site du tombeau des patriarches pour les Juifs et une ville palestinienne animée. Ce chevauchement de géographie sacrée et historique rend toute simple division de la terre lourde de difficultés émotionnelles et politiques. En fin de compte, l'histoire de 1948 est celle d'une injustice profonde et non résolue, du moins telle que perçue par les deux parties. Le peuple juif ressent l'injustice d'un monde qui est resté passif pendant le Holocauste et de voisins arabes qui ont refusé d'accepter leurs droits à un petit coin du monde. Les Palestiniens ressentent l'injustice profonde d'avoir été contraints de payer le prix d'un crime européen, d'avoir été dépossédés de leur patrie pour faire place à un autre peuple. Ces sentiments profondément enracinés de victimisation et de légitimité ont été transmis de génération en génération, alimentant un cycle de violence et de méfiance. Comprendre 1948 nous oblige donc à garder ces deux récits à l'esprit,
reconnaissant la douleur, l'espoir et la tragédie inhérents à chacun. La création de l'État d'Israël le 14 mai 1948 ne fut pas un aboutissement, mais un début dramatique. Ce fut l'explosive culmination de décennies de tensions croissantes, d'aspirations nationales concurrentes et de manœuvres politiques internationales. Cet événement unique a irrévocablement altéré le destin du Moyen-Orient, déclenchant un conflit qui continue de façonner les affaires mondiales à ce jour. La naissance d'Israël, un moment de profond triomphe et de justice historique pour le peuple juif, fut simultanément un moment de perte catastrophique et d'injustice perçue pour les Arabes palestiniens. Cette dualité inhérente, cette collision de deux récits profondément ancrés et légitimes sur une seule et petite étendue de terre, est l'héritage inéluctable de 1948. C'est un héritage écrit dans la joie et le chagrin, dans l'indépendance et la catastrophe. Les conséquences de cette année fatidique résonnent avec une force inchangée dans le présent. La guerre qui a assuré l'existence d'Israël a également créé la crise des réfugiés palestiniens, une plaie ouverte qui s'est envenimée pendant plus de 7 décennies. Les lignes tracées dans le sable par les accords d'armistice de 1949 sont devenues les frontières volatiles de futures guerres, occupations et soulèvements. Les questions fondamentales soulevées en 1948 restent largement sans réponse. Questions de frontières, de souveraineté, du statut de Jérusalem et, plus poignante encore, du sort du peuple palestinien. Le conflit n'a pas pris fin en 1949. Il est simplement entré dans une phase nouvelle et plus complexe. Un cycle apparemment sans fin de violence, de négociations et de désespoir qui a défié toutes les tentatives de résolution durable. Comprendre cette histoire n'est pas un simple exercice académique. C'est essentiel pour appréhender le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les deux histoires opposées, celle de la Renaissance juive et celle de la Nakba palestinienne, ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des récits vivants et respirants qui informent les identités, les objectifs politiques et les peurs profondes des Israéliens et des Palestiniens. Ignorer un récit en faveur de l'autre, c'est passer à côté de la tragédie fondamentale de la situation. Reconnaître la validité à la fois du rêve réalisé et du rêve nié est le premier pas, le plus difficile, vers l'imagination d'un avenir où la paix pourrait un jour être possible pour les habitants de cette terre sainte, partagée et disputée. Cette chronique a tracé le chemin vers la création d'Israël, mais l'histoire est loin d'être terminée. Les événements de 1948 ont ouvert un nouveau chapitre, rempli de ses propres questions complexes. Qu'est-ce que la Nakba exactement ? Et comment a-t-elle façonné l'identité et la lutte palestinienne au fil des décennies ? Comment les nations arabes environnantes ont-elles réagi à la présence permanente d'un nouvel État non arabe parmi elles ? Et comment cette défaite a-t-elle transformé leur propre société ? Et surtout, qu'est-il advenu du peuple palestinien depuis son déplacement ? Ce sont les questions cruciales que nous explorerons dans nos futures chroniques, alors que nous continuerons à nous plonger dans l'histoire complexe et souvent douloureuse de la Terre Sainte.